Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. La mairie d'Abomey-Calavi vient en aide aux formations sanitaires de la commune dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Elle a fait don de divers matériels. On en parle dans cette édition. Réception du stade Mathieu Kérékou rénové. Le stade répond désormais aux normes internationales avec des équipements flambant neufs. Une cérémonie présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Et puis le cessez-le-feu toujours unilatéral en Éthiopie. La région du Tigré est objet d'affrontements violents depuis plusieurs mois. Bienvenue à toutes et à tous. La mairie d'Abomey-Calavi, pour accompagner les formations sanitaires de la commune dans la lutte contre la propagation de la COVID-19, a fait don de divers matériels. La cérémonie de remise des lots a eu lieu ce jeudi 1er juillet au centre de santé d'Abomey-Calavi en présence des autorités sanitaires de la ville. Le conseil communal d'Abomey-Calavi, dirigé par le maire Angelo Arwandinou, apporte son soutien aux formations sanitaires de la commune dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Un lot composé de divers matériels a été remis ce jeudi 10 juillet au médecin-chef de la commune, Dr Virginie Rossou. Après son mot de bienvenue, c'est au tour de Thérèse Françoise Cora, première adjointe et représentante du maire, de donner plus de précisions sur les différents lots offerts. Nous avons dans la configuration de ce qu'on a amené comme lot, les dispositifs de lavage de mains. Nous avons 500 unités. Lit plus matelas, 150. Visière masque, 3000 unités. Gants jetables, boîte de sang, 600 unités. Masques chirurgicaux à 3 plis, boîte de 50, 1100. Masques localement fabriqués, lot de 100, 30 000. Thermomètre flash, 150 unités. Gel hydroalcoolique, 125 ml, 2500 unités. Gel hydroalcoolique, 500 ml, 1300 unités. L'occasion était bonne pour Dr Victor Kokouvi, directeur départemental de la santé atlantique, de rappeler que la pandémie, contrairement à ce que beaucoup pensent, sévit toujours. Il faut rappeler aussi que la pandémie de la COVID-19 n'a pas encore disparu. Elle existe encore bel et bien et que nous sommes astreints à observer toujours les gestes barrières. Toujours les gestes barrières, parce que de plus en plus, il est rapporté que dans certains pays, il y a une troisième vague qui s'annonce. Si c'est en Afrique, alors nous devons déjà penser que nous ne serons pas épargnés. Nous souhaitons ne pas être atteints de cette troisième vague, mais c'est pour dire qu'il ne faut pas baisser la garde. À noter que les lots remis seront répartis dans les autres formations sanitaires de la ville d'Abomey-Calavi. Vivement qu'un bon usage soit fait de ces derniers. Et rendons-nous dans le littoral. Après 32 mois de travaux de rénovation, le stade général Mathieu Kérékou présente un nouveau visage. Le stade répond désormais aux normes internationales avec des équipements flambant neufs. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonsi, et ses homologues des sports, Oswald Omeki, et du cadre de vie, José Didier Tonato, ont réceptionné officiellement l'infrastructure ce jeudi 1er juillet. Suivez le compte rendu de Laurent Roland-Tolinkès et Damien Pedro. Signature et échange de documents consacrent la remise officielle du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou rénové. À en croire les mots de l'ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin, ce stade construit en 1982 et inauguré en 1983, tel un vieux soldat, est réhabilité et modernisé. La piste et des installations de compétition sont aménagées conformément aux normes de IAF et certifiées par la Fédération d'athlétisme.
Des compétitions d'athlétisme de niveau international peuvent être organisées ici. Le gazon de football nouvellement planté, des salles de soutien pour les matchs réaménagées, l'éclairage, la sonorisation, le système de chronométrage et de poignage, de grands écrans LED sont tous nouvellement installés et ont passé les inspections de la CAF et de FIFA. Dès lors, ce stade peut accueillir d'importants matchs de football internationaux. La Chine est un ami et partenaire de longue date du Bénin. Elle respecte toujours le choix des Béninois et va toujours l'accompagner dans la construction du pays pour les intérêts du peuple, a rassuré l'ambassadeur. Cet événement est heureux et permet de célébrer la coopération, précise Aurélien Agbenonsi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin. Coopération entre la Chine et le Bénin, coopération exemplaire, cette amitié entre le grand peuple chinois et le peuple béninois, et le grand peuple béninois qui, depuis plusieurs décennies, essaye contre vents et marées, essaye de bâtir une amitié solide, de bâtir une coopération porteuse de fruits, porteuse d'engagement mutuel sur le plan international, mais aussi porteuse de réalisations infrastructurelles sur le terrain. Et c'est l'occasion pour moi de remercier, au nom de mes collègues, l'ensemble des équipes qui se sont mobilisées, que ce soit du côté de la Chine que du côté du Bénin, pour que nous aboutissions au résultat qui est celui que nous voyons. Après la phase protocolaire, la délégation a eu droit à une visite guidée de l'infrastructure rénovée. Les travaux de réhabilitation lancés en novembre 2018 ont coûté 13 milliards de francs CFA financés par le gouvernement chinois et ont duré 32 mois. Restons dans le registre sport pour parler de l'édition 2021 du championnat de football interclasse sportif du département du Koufo qui s'est achevé mercredi dernier au stade de Djakotome. Suivez les précisions de Jonas Bouti. Commune de Lalo en marron contre Aplahoué en vert chez les garçons. Toviklen en bleu contre Dogbo en rouge pour les filles. Telle est l'affiche de cette finale du championnat scolaire interclasse du département du Koufo, joué ce mercredi 30 juin 2021 au stade de Djakotome. Les deux matchs se sont achevés par des séances de tir au but et ce sont les équipes de Lalo et de Dogbo qui s'en ont sorties victorieuses. Mon secret, c'est de s'entraîner tous les jours et le coach nous a aidé aussi à s'entraîner et je remercie le coach aussi. La suite, c'est de toujours s'entraîner et d'évoluer aussi. Le match n'a pas été du tout facile. À l'aide des passes, des techniques qu'on a appris au cours des entraînements, avec ces techniques qu'on a pu surmonter tout ce qu'on a fait ici. À la première loge du public qui ne voulait pas se faire compter cette finale, il y avait le maire de la commune de Djakotome, le préfet du Koufo et le directeur départemental des sports qui, au vu de la qualité des matchs, croient que les classes sportives devraient vraiment servir de vivier au sport au Bénin. Puisqu'on a vu des filles qui ont développé de bons jeux, les garçons aussi n'ont pas démérité et on a vu que lorsque l'édition va être pérenne, on aura des meilleurs athlètes pour remplacer les grands frères qui sont dans les sélections nationales. Félicitations aux encadreurs des classes sportives qui s'évertuent chaque jour à donner des enseignements nécessaires, le meilleur nécessaire aux athlètes pour que nous puissions peut-être avoir les bons jeux que nous avons eus ce soir. Le préfet Christophe Megbedi a grand espoir de voir ces talents du football du Koufo alimenter les équipes nationales. Les enfants ont mouillé les maillots. Vous avez vu, le jeu était équilibré. Hein? C'était équilibré. Vous savez, quand on passe à l'étape des tirs au but, parfois ce n'est pas toujours le meilleur. Vous voyez, c'est difficile. Et donc, on va demander aux enfants de continuer de s'entraîner pour nous émerveiller les jours à venir. Je sais qu'ils ont du talent. Et avec le temps, ils seront bien en forme. Et je suis sûr qu'ils iront même alimenter notre équipe nationale. Organisé du 26 au 30 juin 2021 par l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, sous l'égide de la FIFA, les équipes championnes prendront part à la phase nationale de ce championnat qui se tiendra à Grand Popo.
Et puis la finale de ce championnat a été également l'occasion pour le préfet du Koufo de faire une sensibilisation sur l'activité sexuelle précoce des adolescents. Il nous en parle au micro de Jonas Bouti. Nos enfants, filles sont sur l'air du jeu et jouent. C'est une très bonne chose. Nous avons choisi l'opportunité avec le plan international Bénin pour sensibiliser nos enfants, filles. Vous savez, nous luttons vigoureusement contre les grossesses en milieu scolaire. On est en plein championnat, mais c'est une occasion pour nous de parler à nos enfants filles, leur dire qu'elles ont besoin de continuer d'étudier, de travailler correctement pour occuper de hauts postes demain. Nous sommes en train de lutter aussi contre les grossesses en milieu d'apprentissage. Vous voyez, c'est un canal qui est intéressant pour nous, pour parler à tout le monde. Parler aux adultes aussi, qui n'ont pas compris que nos filles, nos enfants filles, sont des mangues non mûres. C'est des mangues non mûres. Quand vous les croquez, quand vous les mangez, vous avez des ulcérations dans la bouche, vous avez des plaies dans la bouche. Donc, je suis content que ce championnat se déroule correctement et en même temps, j'en profite pour dire à ces déviants sociaux de laisser tranquilles nos filles, de laisser étudier. L'actualité sur le continent à présent, le cessez-le-feu toujours unilatéral en Éthiopie. La région du Tigré est l'objet d'affrontements violents depuis plusieurs mois. Toujours pas de solution politique au Tigré. Après avoir repris la capitale régionale Mekele, les forces de défense tigréennes comptent bien poursuivre sur leur lancée. Le cessez-le-feu unilatéral décrété par leurs adversaires du gouvernement central en début de semaine risque donc de ne pas aboutir à une réelle cessation des combats. La décision de suspendre les hostilités a été prise unilatéralement de notre côté. Mais bien sûr, pour mettre pleinement en œuvre un cessez-le-feu, il faut être deux, comme au tango. C'est à la partie adverse de réagir pour permettre la mise en œuvre effective du cessez-le-feu. Conséquence de ce conflit armé dans cette région sensible, une situation humanitaire alarmante. Nombreux sont les Éthiopiens à prendre la route de l'exode, parfois direction le Soudan, pour fuir les balles et les exactions. Nous avons des soins de santé, ici à l'hôpital, mais il n'y a pas de médicaments. Je ne vous mens pas. Il y a des médecins, mais il n'y a pas de médicaments. J'ai eu une maladie cardiaque et une angine, mais je n'ai pas trouvé de médicaments. Des femmes meurent pendant leur accouchement. Il y a un mois, 8 femmes sont mortes avec leurs enfants. Vous les Soudanais, vous nous avez protégés de la guerre. Vous nous avez construit une école et une aire de jeu pour que nous oublions ce qui nous est arrivé à Al-Amra avec des armes. Pour que nous oublions cela, vous avez construit des écoles et des terrains de jeu pour nous. Vous êtes de bonnes personnes. Selon l'ONU, la famine toucherait au moins 350 000 personnes dans la région du Tigré, des chiffres contestés par Addis Abeba. Pendant que nombreux pays s'inquiètent du fait de la crise sanitaire, la ville de Phuket en Thaïlande accueille de nouveau les voyageurs et les touristes doivent rester enfermés 14 jours dans la région avant de pouvoir se rendre dans d'autres villes du pays. Le tourisme est un secteur crucial en Thaïlande. Il représente près d'un 5e de l'économie du royaume. Alors qu'il roule encore sur le tarmac, cet avion en provenance d'Abu Dhabi est accueilli par des canons à eau. Il est le premier à atterrir sur l'aéroport de Phuket depuis plus d'1 an. Ces passagers arrivent d'un des 66 pays considérés comme à faible risque par les autorités thaïlandaises. Seule obligation, ils devront séjourner 14 jours sur l'île et subir 3 tests PCR avant de pouvoir se rendre ailleurs en Thaïlande. Un vrai privilège. Nous sommes vraiment heureux. Je suis heureux de ramener mes enfants dans leur pays d'origine pour qu'ils puissent profiter du beau temps ici à Phuket. Et c'est embêtant de passer les vacances enfermés dans un hôtel pendant 15 jours. Et là on n'est pas enfermé. Donc là, c'est quand même, c'est le top. Voilà. Je viens pour me détendre après 2 ans sans voyager et j'aime Phuket. C'est pourquoi j'ai choisi Phuket.
Pour les touristes, c'est donc une quarantaine en plein air pour profiter des célèbres plages de l'île. Pour le royaume, c'est l'espoir de relancer le tourisme, lourdement touché par la pandémie, un secteur qui représente près d'un cinquième de l'économie du pays. Le gouvernement thaïlandais a baptisé ce modèle de relance le bac à sable de Phuket. Le Premier ministre a assisté au lancement de ce programme. Il pourrait être reproduit dans d'autres provinces. Ça se passe bien, c'est l'espoir du gouvernement et de tout le pays et ce sera aussi un exemple pour les autres provinces. Une réouverture au tourisme alors que la Thaïlande tente de contenir une troisième vague de coronavirus, la pire qu'elle ait connue. Phuket reste relativement épargné. 70% des habitants ont reçu au moins une dose de vaccin. Des restrictions sont toujours imposées dans la capitale Bangkok et sa périphérie. Après Phuket, l'île de Koh Samui devrait rouvrir courant juillet, puis le reste du pays d'ici octobre. Et puis ce jeudi, la Turquie s'est officiellement retirée de la Convention internationale contre les violences faites aux femmes. Des manifestants sont descendus dans les rues pour protester contre cette décision très critiquée du président Erdogan. Une décision polémique a conduit à des affrontements en Turquie. Après une journée placée sous le signe de la protestation, des échauffourées ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Ce jeudi, des centaines de Turcs se sont rassemblés tout au long de la journée. Cette contestation nationale intervient alors que le pays s'est officiellement retiré de la Convention d'Istanbul. Signé en 2011, il s'agit du premier traité international qui fixe des normes juridiquement contraignantes pour lutter contre les violences faites aux femmes. Même avant cette décision, nos droits n'étaient pas garantis. Même s'il y avait la Convention d'Istanbul, elle n'avait de convention que le nom. Nous nous battions pour qu'elle soit mise en œuvre. Maintenant, ils pensent qu'ils peuvent sortir de la Convention parce qu'un seul homme en a décidé ainsi. Mais les femmes n'abandonneront pas. Ils verront à quel point nous sommes déterminés. Chaque jour, sans exception, une femme que nous connaissons ou non est tuée. Rien ne garantit que nous ne serons pas les prochaines. Donc nous allons résister jusqu'au bout. S'il le faut, nous redescendrons dans la rue demain ou dans un mois. Nous défendrons cette convention jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau en vigueur. Nous ne renoncerons jamais à nos droits ni à nos vies. La décision de quitter la Convention d'Istanbul a été prise par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Un choix qui apparaît comme une nouvelle provocation de la Turquie envers ses partenaires européens et que déplore également le secrétaire général des Nations Unies. C'est une bataille idéologique et il faut gagner cette bataille idéologique contre les forces conservatrices qui se développent un peu partout dans le monde. Plusieurs dirigeants, dont Joe Biden, ont fait part de leur mécontentement à propos du retrait d'Ankara. Une décision de la Turquie qui suscite également la colère des ONG spécialisées dans la protection des droits humains. Ce retrait envoie un message dangereux à ceux qui commettent des violences, mutilent et tuent. Il leur dit qu'ils peuvent continuer de le faire en toute impunité. En matière de droits des femmes, la Turquie est revenue 10 ans en arrière. Signé par 45 pays et l'Union européenne, ce traité est loin de faire l'unanimité en Turquie. Les conservateurs et le président turc estiment que cette convention sape les valeurs familiales et normalise l'homosexualité. Des conclusions qui ont poussé l'exécutif à annoncer le retrait de la Turquie en mars dernier. Depuis, les manifestations se sont multipliées. Face aux critiques, le chef d'État turc a dévoilé ce jeudi un plan d'action national pour lutter contre les violences domestiques et a tenu à rappeler son engagement pour les droits des femmes. Certains groupes tentent de présenter notre retrait officiel de la Convention d'Istanbul comme un recul. Tout comme notre combat contre les violences faites aux femmes n'a pas commencé avec la Convention d'Istanbul, il ne s'arrêtera pas avec notre retrait. En parallèle du retrait turc de la Convention d'Istanbul, le nombre d'actes de violence contre des femmes recensés ne diminue pas. D'après l'association Nous mettrons fin au féminicide, en 2020, 300 femmes sont décédées sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints en Turquie. Et la tendance n'est guère rassurante pour cette année. En 2021, 189 féminicides ont déjà été commis en Turquie. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à très bientôt.